Adrien Tchebankou, bonjour. Bonjour Moriagua, bonjour à toutes et à tous. Laurent Roland Tonnikes, bonjour. Moriagua, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Adrien Tchebankou, bonjour. Bonjour Laurent Tonnikes. Nous irons à la une de Matin Libre qui parle de suspecte mobilisation des maires UP, Renouveau et Bloc républicain à 2 ans de la fin du mandat. Le mercredi dernier, Laurent Roland Tonnikes, vous étiez en train de vous interroger sur cette mobilisation. Voilà que Matin Libre revient et parle de suspecte mobilisation des maires UPR et bien sûr Bloc républicain à 2 ans de la fin du mandat. Oui, suspecte mobilisation dit Matin Libre, oui, on est tenté de dire que c'est une suspecte mobilisation, sachant que ceux qui ont fait cette mobilisation, les maires notamment, dans la grande majorité, sont ceux-là qui ont été placés, je dirais, de force ou bien par nomination à la tête des mairies, notamment parce que qu'il vous souvienne que en plein processus électoral où les conseillers devaient aller en conclave pour choisir les maires, on est retenu à l'Assemblée nationale parce que sur le terrain, les conseillers communaux ne s'entendaient pas. Et donc on est retenu à l'Assemblée nationale pour voter, disait-on à l'époque, en 2020, la loi interprétative et complétive, ce qui a amené les partis politiques à désigner ceux qui pouvaient être maires des communes. Et c'est les noms-là qui ont été déclarés, en tout cas, ces personnes qui ont été déclarées maires par les préfets au cours des conclaves dans une certaine mesure. Ça n'a pas été du goût de beaucoup de personnes, mais quand on sait que les listes, pour être positionnées sur les listes électorales, pour pouvoir avoir la chance d'être élu, la liste vient de quelque part et que quelqu'un a son mot à dire, dans une certaine mesure, il n'y a personne pour se lever contre cette situation. Tout le monde a dû se ranger, se soumettre à la volonté de l'équipe qui a voulu que les choses aillent dans ce sens. Donc, quand c'est comme ça et que vous vous approchez d'une élection en 2026 dans une certaine mesure, il y a ceux-là qui vont vous montrer, continuer, vont poser des actes dans une certaine mesure pour flatter le chef, dans une certaine mesure, le cajoler, le caresser dans le bon sens pour espérer que dans la constitution des listes pour les prochaines élections, qu'ils soient bien positionnés. Parce qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, ce n'est plus je suis influent dans la zone qui compte. Si l'influence des gens dans la zone comptait, il dit que Mathieu Nago et autres ne seraient pas mis à la retraite d'office politiquement parlant. Donc, dans une certaine mesure, c'est une manière de préparer le terrain pour 2026 pour ces personnes-là. Il y en a aussi parmi eux qui ont peut-être des choses à se reprocher. Donc, par ces moyens, en flattant le chef pour dire qu'il est le bon président depuis 1960, il a fait beaucoup de choses. Oui, à part lui, il n'y a plus d'autres qui ont pu faire quelque chose au Bénin. En le disant de cette manière aussi, c'est peut-être espérer avoir une couverture du chef quand peut-être certains parmi eux se retrouveraient en difficulté. Mais c'est mal connaître Patrice Talon. Vous tombez dedans, et encore que c'est ainsi, quand les gens le décrivent, quand vous tombez dedans, vous payez cash. Et pour que lui, dans cette mesure, on puisse lui faire bonne image dans cette mesure. Donc, je crois que oui, c'est une mobilisation suspecte parce que à l'heure actuelle, quel est le sens, quel est l'intérêt d'une telle sortie des maires UP et BR? Je rappelle qu'ils n'ont pas dit que Patrice Talon est le meilleur président depuis 1960. Non, mais le discours, on connaît le discours. Mais bon, ils ont fait le point de tout ce qu'il a réussi à faire depuis 2016. Et Adrien Tchebankou, oui, voilà Matin Libre qui suspecte véritablement cette mobilisation des maires et qui traite donc cette mobilisation de suspecte. Est-ce que vous êtes de cet avis? Pas du tout, je ne suis pas de l'avis de Matin Libre qui parle d'une mobilisation suspecte. Moi, je voudrais que Matin Libre parle plutôt d'une mobilisation opportune. Une mobilisation opportune parce que si vous regardez un peu d'abord l'actualité, ce qui s'est passé depuis 1 an jusqu'à ce jour, on a constaté qu'il y a des secrétaires généraux qui ont démissionné de leur poste.
Secrétaire exécutif. Les secrétaires exécutifs. Oui. Les secrétaires exécutifs qui ont démissionné, ils ont démissionné de leur poste. Donc, quand vous faites partie d'une formation politique de la mouvance présidentielle, une formation politique, je veux parler du Bloc républicain et de l'Union progressiste de renouveau, il est quand même du bon ton que ces deux formations politiques, je veux dire les maires qui portent le flambeau de ces deux formations politiques se mettent ensemble pour pouvoir voir là où ça ne marche pas, là où ça marche et améliorer leur gestion. Tout part de là d'abord. Parce que vous avez suivi un peu les récriminations des secrétaires exécutifs qui ont démissionné de leur poste à des endroits donnés. On a aussi constaté que si vous regardez là où ces secrétaires généraux ont démissionné, c'est surtout là où le Bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau, que ces deux formations politiques ont en charge la mairie. Donc, il faut quand même que de temps en temps, que ces maires se mettent ensemble, se parler un peu, décrypter un peu la Ils ne se sont pas parlé, ils ont fait l'éloge du chef, Adrien Tchouamakou. Ils n'ont pas parlé. Ils ne se sont pas regroupés pour le chef de l'État. Oui, ils sont venus. Ils ne sont pas allés en conclave pour parler entre eux. Ils se sont regroupés pour faire une déclaration. Pour faire l'éloge du chef. J'en viens. À l'occasion, quand ils se mettent ensemble, ils ne viennent pas seulement pour pouvoir donner lecture de ce que nous voyons, de ce que nous entendons à la télé. Qu'est-ce que vous en savez? Ça veut dire quoi? D'abord, avant qu'ils ne rédigent ce qu'ils doivent lire, il faut d'abord qu'ils s'entendent sur un minimum. Dans ce qu'ils ont lu, est-ce que vous avez vu qu'ils ont parlé des SE? Est-ce que vous avez vu qu'ils ont parlé? Non, en fait, parlons de ce qu'ils ont fait. Donc, premièrement, vous devez comprendre que c'est une mobilisation opportune parce qu'ils doivent se mettre ensemble, voir ce qui ne va pas, essayer de les corriger et mieux avancer. Maintenant, 2026, c'est déjà là. Et il faut s'organiser autrement. C'est une organisation qui a lieu de mieux faire. Vous faites appel de pied au chef? Pas nécessairement faire appel au chef. Montrer d'abord au chef que oui, il y a certaines choses qui ne sont pas en phase avec la réalité du terrain. Mais ça, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas dit ça. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils sont venus féliciter le chef. Ou bien vous voulez qu'on vous joue un extrait du discours? Ils sont pas venus faire ça, ils sont venus dire. On ne va pas dépasser. Parlons de... Moi, je parle du contenu. Ce qu'ils ont dit, on ne va pas chercher des mots pour justifier leur sortie. On ne va pas dire qu'ils ont fait ce qu'ils n'ont pas fait. Tenons-nous-en à ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une déclaration de félicitations. Ils ne sont pas venus remettre en cause cette chose. Ils ne sont pas venus relever les insuffisances. Ils sont venus féliciter quelqu'un. Il faut d'abord faire un bilan. C'est de ça que je vous parle, non? Mais nous en tenons, moi je m'en tiens à leur déclaration. Si au moins dans leur déclaration, ils disaient à tel niveau, le gouvernement a péché, à tel niveau, il faut améliorer, je comprendrais ce que vous dites. Mais c'est ce qu'ils n'ont pas, justement, ils n'ont pas fait ça. Reconnaissons que... Je vais vous reposer ma question. Martin Libre parle de suspecte mobilisation des maires UPR et Bloc républicain à 2 ans de la fin du mandat du chef de l'État. Est-ce que vous êtes d'avis? Je dis que je ne suis pas d'avis du mot suspecté qu'on a utilisé. Et pourquoi alors les maires font une sortie? C'est une obligation opportune parce que 2026 est déjà là. Oui. Donc si 2026 est là, il faut s'organiser autrement. Et pour s'organiser autrement, il faut d'abord se faire entendre, pas non seulement le public, mais pas le chef de l'État. Mais justement, écoutez, et là, pour se faire entendre, il y a des choses, il faut analyser un peu et voir saluer. Si c'est bon, saluer le chef de l'État, le féliciter, l'encourager à poursuivre dans cette lancée. C'est ce qu'ils ont fait. Mais avant, c'est ce que vous avez vu ça. Il y a les non-dits de la rencontre. Mais justement, les non-dits de la rencontre ne nous concernent pas. Ça doit vous intéresser. C'est la déclaration officielle qui doit intéresser le public. Parce que c'est dans la déclaration officielle. Ils ont parlé des non-dits, en tout cas là où il y a des ratés. Ils ont dit, voilà, il faut améliorer à tel niveau. Et que même, ils ont eu le courage de poser la problématique.
des SE, je serais d'accord avec ce que vous dites là. Mais là, ils n'ont même pas eu le courage de poser le sujet des SE qui constituent parfois des problèmes dans certaines communes. Moi, qu'est-ce qui se cache derrière cette sortie? C'est justement, je vous explique, c'est les non-dits. Les non-dits. C'est ça qui se cache derrière. Écoutez, d'accord. Ce qui se cache, on sait que c'est 2026. Mais il y a les non-dits. Parce que, écoutez, les non-dits, c'est quoi? Les non-dits, c'est voir là où ça ne marche pas. Mais corriger ça. Dès lors qu'ils n'ont pas dit là où ça ne marche pas. À aucun moment, ils n'ont dit ça. Dès lors qu'ils n'ont pas évoqué ça dans leur déclaration. Pourquoi pas de non-dits? Parce qu'ils ne peuvent pas dire ça à la face du monde. Dès lors qu'ils n'ont pas dit ça, pour moi, si Patrice Talon, quand Patrice Talon a reçu les Chinois, par exemple, est-ce que Patrice Talon vous a dit ce que les Chinois lui ont dit? On n'a pas dit mais ça. C'est pas le cas. Est-ce qu'il a reçu les maires? On s'en tient à la déclaration. On fait une déclaration. Les maires se sont vus là. Est-ce qu'ils vont vous dire tout ce qui a été dit? Ils se sont vus dans la salle devant tout le monde. Ils ne se sont pas vus ailleurs. Pour faire l'étude. C'est une organisation préalable qui a été faite. Comprenez ça comme ça. D'accord, très bien. Parce que ce qui a été rédigé, les gens devraient se voir d'abord. Ce n'est pas devant vous qu'ils ont rédigé le discours qui a été fait. Donc il faut que les gens se retrouvent de temps en temps, voir ce qui ne marche pas, corriger les imperfections et mieux évoluer. Ils ont quel pouvoir? D'accord. Ils ont quel pouvoir? On vous a compris. Ils ont quel pouvoir pour corriger quelque chose quand bien ils sont capables de régler les problèmes de leur communauté? On vous a compris. On vous a compris. S'ils ont besoin de pouvoir, vous circulez dans Caravi, non? Vous ne voyez pas autant de problèmes? Vous ne voyez pas autant de problèmes à l'ADA ou à Soava ou je ne sais quoi à Pomancé? D'accord. S'ils ont autant de pouvoir pour corriger les choses, alors qu'ils restent dans leur commune pour travailler quand même. On vous a compris. Donc, c'était une rencontre opportune. Donc, ce n'était pas une rencontre suspecte. D'accord. Le Canada du Nord, ce matin, parle du silence de la CEDEAO. Laurent Rolantoni. Oui, moi je l'ai évoqué. La CEDEAO, le problème entre le Bénin et le Niger est parti de la CEDEAO. La CEDEAO a encouragé notre chef de l'État. C'est parti du Nigeria. Du Nigeria, pardon, oui, du Nigeria, de la CEDEAO. Oui. La CEDEAO a encouragé notre chef de l'État à prendre des mesures. D'accord. Nous l'avons chanté si bien, le Bénin a été bon élève. Mais quand on s'est senti, on est en difficulté, vous avez vu la réaction de la CEDEAO, vous n'aurez pas ça, vous n'aurez pas. Les gens, je lis le silence lourd de Bola Tinubu de la CEDEAO, mais vous voulez quoi? Moi, je sais pourquoi je disais, dès le début de cette crise, faisons attention aux pas que nous allons faire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, chaque pays va défendre ses intérêts. Les sages, certaines têtes couronnées du Nigeria sont allées au Niger. Certains sont respectés le Niger pour aller au Nigeria. Ils se sont entendus là-bas, ils ont ouvert les frontières là-bas. Mais ils n'ont pas plaidé pour le Bénin. Donc chacun se sauve. Et chacun sauve sa tête. C'est très simple. Cela suppose que quoi? C'est pourquoi j'insiste sur le fait que les prochaines fois, moi je voudrais humblement et très respectueusement conseiller au chef de l'État de ne pas suivre toutes les fois la ligne des chefs d'État de la CEDEAO. Parce qu'après tout, chaque pays répond. Et chaque pays fait face aux difficultés. Le Togo est à côté du Bénin. Le Togo fait partie de la CEDEAO. Ils sont tous partis à la même table de discussion où des sanctions ont été prises. Mais le Togo profite de la situation pendant que le Bénin souffre. Et le Bénin reste là, les frontières ne sont pas ouvertes. Le Bénin prend une décision de bloquer le pétrole, mais le Bola Tinubu n'a pas réagi. On n'a pas vu un communiqué de la CEDEAO. Aucun communiqué, vous ne verrez pas ça. Ah oui? Ah mais vous allez vous débrouiller pour régler votre problème. Parce que c'est comme ça la CEDEAO fonctionne. Ils vont vous dire après que chaque État est souverain. Que chacun n'a qu'à faire face à ses difficultés. Et après, tout le monde vous lâche. Parce que si en réalité, la CEDEAO était véritablement efficace, et que les chefs d'État de la CEDEAO étaient véritablement solidaires, depuis que le Niger a ouvert ses frontières avec le Nigeria, normalement Ouattara devait rentrer dans la danse. Bola Tinubu devait rentrer dans la danse et interpeller les autorités nigériennes pour dire non, vous avez ouvert les frontières des autres côtés. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas le faire de l'autre côté? On a vu le Premier ministre, comment vous appelez le Nigérien, quand il était allé au sommet, je crois, l'Arabie Saoudite ou Dubaï, je ne sais quoi, serrer la main à Ouattara, il parlait très bien, les deux se parlaient, souriaient. Pendant ce temps, la frontière avec le Bénin était fermée. C'est pourquoi je dis, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire la CEDEAO, oui, mais chaque État doit faire face à ses responsabilités et savoir où poser les pas
pour que demain, les peuples ne souffrent pas dans une certaine mesure. Parce que normalement, en réalité, dès lors que le Bénin a bloqué le pétrole, a mis bloqué sur le pétrole nigérien, normalement, la CEDEAO, si ils étaient vraiment une CEDEAO efficace, première chose à faire, on aurait pu avoir un communiqué de la CEDEAO qui dit, surtout le président en exercice de la CEDEAO doit sortir un communiqué pour dire, attention, ce qui se passe, c'est dangereux. Je recommande le dialogue. Le Bénin, tel que le Bénin a fait, je voudrais que le Bénin et le Niger s'asseyent à la table de discussion. Inviter les autorités nigériennes, même si Tiani ne veut pas se déplacer, mais qu'il envoie quelqu'un et qu'il se retrouve en urgence à Abuja pour parler. Mais vous avez vu ça? En réalité, c'était une question d'urgence. On devait convoquer une réunion d'urgence de la CEDEAO. Mais vous avez oublié que la CEDEAO devait envoyer une délégation au Niger et on a interdit à la délégation. Mais c'est pourquoi je dis, si Tiani ne veut pas d'atterrir au Niger. C'est pourquoi je vous dis, non, en réalité, vous avez suivi la suite? Non, hein. En réalité, les autorités nigériennes sont montées au créneau pour dire, ils ont donné, il y avait le plan de vol. Ils ont montré, moi j'ai vu les documents, et d'ailleurs même ça a circulé d'ailleurs, ils ont donné le plan de vol. Mais après, ils ont attendu jusqu'à une certaine heure, la délégation n'était pas partie au Niger. Ils ont rétabli ça. La délégation était au Nigeria. Le Nigeria n'a pas bougé du Nigeria. Les documents sont les gens même partagés. Le plan de vol. Il y a même le Premier ministre qui avait fait une sortie. Mais les populations ont fait un soulèvement au Niger. Oui, c'est pourquoi je vous dis, si Tiani ne veut pas sortir, la CEDEAO peut convoquer une réunion d'urgence et demander alors que le Premier ministre se déplace pour venir à Abuja. S'ils le font et qu'ils refusent, on comprendra. Mais est-ce qu'ils ont même fait des pas comme ça? Non, ils ne l'ont pas fait. Donc, moi, je pense que dans une certaine mesure, oui, fort heureusement, le pétrole, le blocus est levé et je prie et je souhaite, il faut que les autorités nigériennes qui nous suivent comprennent que oui, nous sommes, ce qui se passe, ce n'est pas pour les dirigeants, mais c'est pour les peuples, c'est pour les populations, qu'ils ouvrent les frontières pour que les activités reprennent de plus belle. C'est ce qu'on souhaite. Mais je dis à l'avenir, quand on vous envoie, sachez vous envoyer, parce qu'après tout, vous êtes seul face aux conséquences. Le silence de la CEDEAO est très lourd, Adrien Tchomakou. Est-ce que c'est normal? Est-ce que cela ne met pas en cause la solidarité de nos organisations en Afrique? Est-ce que le silence de la CEDEAO est lourd? Je ne pense pas. Vous savez, quand vous avez affaire avec des gens, avec quelqu'un, par exemple, qui ne veut pas vous écouter, il faut prendre du temps pour pouvoir l'amener à vous écouter. Je pense que la CEDEAO est en train toujours de réfléchir. La CEDEAO n'a pas lâché le Bénin. Le Bénin est un bon élève de la CEDEAO sait... Qu'est-ce que vous pensez? Écoutez, c'est ce que je pense. Parce que la CEDEAO, écoutez, vous avez vu comment les choses se sont déroulées. Même si aujourd'hui, des gens estiment que Patrice Talon était plus envoyé. Mais écoutez, c'est la CEDEAO qui a missionné notre chef d'État. Donc, je pense quand même que la CEDEAO va réagir. La CEDEAO mettra le temps qu'il faut pour réagir. Quand c'est vrai, on peut parler d'une urgence, mais en l'état, nous allons encore donner du temps à la CEDEAO. Si cette affaire d'embargo sur l'embarquement du pétrole nigérien n'intervenait pas, presque c'est vrai, nous savons que notre frontière est fermée, mais pour la communauté internationale, c'est que peut-être cette affaire était bien réglée. Donc, je pense que le moment est venu pour que la CEDEAO aussi prenne la parole, convoque un sommet extraordinaire, afin qu'elle se penche sur la situation du Bénin et du Niger. La CEDEAO suit de très près, pour moi, la CEDEAO suit de très près le sujet, tout ce qui se passe, et je pense qu'elle va agir au moment opportun. Je crois ce qu'il faut d'ailleurs souligner, c'est la bonne foi de notre chef d'État, la bonne foi du président Patrice Talon, qui avait pris une décision responsable, mais humblement, il est revenu sur sa décision. Et il dit de façon provisoire qu'il accepte que le pétrole nigérien soit embarqué. Nigérien cool, que le pétrole soit embarqué pour la Chine. Et bon, puisqu'il a échangé avec une délégation chinoise qui l'a rassuré de ce que dans les tout prochains jours, qu'il y aura une rencontre entre les deux États. Cette rencontre a été convoquée. Vous avez suivi à travers les journaux. Donc je pense quand même que je dois
rendre un vibrant hommage à Patrice Talon pour sa détermination à amener les responsables comment on appelle, du Niger à l'écouter, à écouter le peuple béninois afin que les deux peuples demeurent toujours des pays frères. Laurent, finalement, c'est la Chine qui fait la médiation. Oui. Au lieu de la CEDEAO. Dans les premières heures, je disais que quand la Chine va intervenir, c'est que toutes les parties vont se ranger. Malheureusement, pour les deux pays, le Niger et le Bénin. Parce que c'est une question qui dépasse le Bénin et le Niger. N'oubliez pas que le Niger a mis ses fonds, la Chine a mis ses fonds au Niger, a investi, a donné une avance aux Nigériens dans une mesure. Donc, lui viendra rechercher son produit qu'il a acheté. Et dans ces conditions, c'est que quand les négociations vont à la table, dans une certaine mesure, la Chine a peut-être ce qu'elle doit mettre sur la table pour faire plier le Bénin, et dans une certaine mesure, et faire plier le Niger également. Donc, oui, c'est leur intérêt qui est en jeu en réalité, les Chinois. Et donc, ils ont intérêt aussi à s'investir dans la crise là, pour que nous puissions connaître le dénouement. Et c'est heureux déjà qu'on connaisse un début de dénouement. Mais quand on dit, par exemple, on dit qu'il faut donner le temps à la CEDEAO, que la CEDEAO est en train de réfléchir, la décision de blocus est intervenue le 6 mai. Et le 15 mai, le ministre des Mines est monté au créneau pour faire une déclaration avec les Chinois, WAPCO, CNPC. Mais écoutez, ce que je dis, c'est très simple. Ça fait 9 jours. 9 jours de crise, notamment liée à ce produit-là. La CEDEAO n'a pas fini de réfléchir. Posons-nous des questions. Vous dites qu'il faut lui donner du temps. Jusqu'à quand? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la situation s'empire d'abord, avant que la CEDEAO ne réagisse? Est-ce que vous pensez? Moi, je crois que oui. Ça montre réellement qu'il y a un malaise au niveau de la CEDEAO et qu'il faut réformer la CEDEAO purement et simplement. Est-ce que c'est parce que le Niger ne fait plus partie de la CEDEAO que la CEDEAO ne se mêle pas de cette affaire? La CEDEAO ne se mêle pas de cette affaire si le Niger n'est plus membre de la CEDEAO, d'accord. Mais le Bénin reste membre de la CEDEAO. Rien que pour le Bénin, la CEDEAO devait se pencher sur le dossier. Rien que pour le Bénin. Parce que le Bénin reste membre de la... D'ailleurs, nous avons toujours chanté que le Bénin est un... Le Niger est toujours membre de la CEDEAO. Oui, justement. Non, j'en ai pas fini. Si le Niger... C'est pas acté. Leur démission n'est pas actée. Mais ils le disent. Ils le disent souvent. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, le Bénin reste, on l'a toujours chanté, le bon élève de la CEDEAO. Dès lors que votre bon élève est en difficulté, première chose à faire, c'est d'aller à son chevet. Est-ce que vous les avez vus au chevet du Bénin? C'est moi ma préoccupation. Ce n'est pas autre chose en réalité. C'est pour dire quoi? Les prochaines fois que nous puissions nous-mêmes faire attention pour que demain nous ne nous retrouvons plus en difficulté au point où d'attendre que la CEDEAO ou d'autres personnes viennent à notre chevet pour nous soutenir. Parce qu'en réalité, si la Chine n'intervenait pas aussitôt pour que nous puissions avoir un début de dénouement de crise, jusqu'à quand est-ce qu'il faut attendre la CEDEAO? Et même quand bien même la Chine est intervenue, il y a une déclaration, au moins la CEDEAO devait même aussi sortir un communiqué, ne serait-ce que pour féliciter le Bénin pour le premier pas. Et maintenant, proposer des voies de recours pour que nous puissions fondamentalement sortir de cette crise. C'est très important pour nos peuples, c'est très important pour nos communautés. Oui, Dieu, tu m'en fous. Je pense que la CEDEAO, moi personnellement, ça c'est mon souhait, la CEDEAO peut encore prendre du temps. C'est vrai, vous allez me parler de l'urgence, mais ce n'est pas une décision de la CEDEAO. Écoutez, nous devons respecter une décision de la CEDEAO. Et si vous êtes en face de quelqu'un qui ne veut pas écouter la CEDEAO, il faut prendre du temps pour l'amener à vous écouter. C'est de ça qu'il est question. Vous ne percevez pas au plan diplomatique ce que je suis en train d'expliquer. C'est quoi? C'est-à-dire, le Niger est tyranné aujourd'hui qui se réclame, qui dit qu'il n'est plus de la CEDEAO. Maintenant, vous voulez que la CEDEAO lui impose quelque chose, il ne va pas exécuter. Oui. Non. J'ai jamais dit d'imposer quelque chose. Non, quand la CEDEAO, vous dites, je suis d'accord que le Bénin soit bon élève, que la CEDEAO... Vous avez dit que ce n'est pas acté, non? Ce n'est pas acté. Pourquoi il ne veut pas exécuter? Écoutez, la démission n'est pas actée, mais qu'il m'en excuse, le Niger se réclame toujours ne plus faire partie de la CEDEAO. Comme ça, il faut encore leur laisser du temps. Écoutez, la frontière entre le Bénin et le Nigeria n'a-t-elle pas été fermée pendant plus d'1 an? Ici, au Bénin, on a vécu ça. Qui était en exercice, président en exercice de la CEDEAO? Il n'a rien dit à l'époque.
n'a rien dit pendant tout ce temps. Vous ne croyez pas que c'est les insuffisances de la CEDEAO que Je je ne suis relève? pas contre qu'il y a des insuffisances au niveau de la CEDEAO. Mais c'est pour vous dire que la CEDEAO ne soit pas pressée pour se prononcer sur la situation entre le Bénin et le Niger. Donc la CEDEAO observe les peuples souffrir d'abord. Pas du tout. Il faut attendre 3 mois. 3 mois, c'est même encore peu. Ah bon? Notre frontière avec le Nigeria n'était pas fermée pendant au moins 1 à 2 ans ici. Donc je pense qu'il y a un temps pour toutes choses. On va finir avec un On dernier a sujet. vu le temps du coup d'État. On a vu le temps au moment où notre chef d'État est allé plaider au niveau de la CEDEAO pour que les sanctions contre le Niger soient levées. On a encore vu le temps que les sanctions ont été levées. Le temps au moment où les autorités béninoises ont ouvert notre frontière de l'autre côté de Malanville. Et nous sommes dans une période où le problème de l'embargo est intervenu. Donc chaque chose a son temps. La CEDEAO va intervenir au moment opportun. Et je souhaite vivement que les deux parties s'entendent. C'est vrai, il y a une rencontre qui est annoncée, que cette rencontre se tienne afin que la libre circulation des biens des personnes soit une réalité entre les deux pays frères du Bénin et du Niger. Très bien, on va finir par un dernier sujet, la commercialisation du soja dont parle le matinal ce matin, des fraudeurs condamnés à des centaines de millions. Oui, des fraudeurs condamnés à des centaines de millions. Il faut dire que ça se passe au nord du Bénin, où d'abord, il faut annoncer d'abord que le gouvernement béninois, à travers un conseil des ministres, le relevé du conseil des ministres, a interdit complètement l'exportation du soja. Maintenant, les Béninois étant toujours à la recherche de leur intérêt, les gens veulent toujours continuer à commercialiser. Or, nous en avons besoin pour la CDC du Gros-Dibé. Parce que, selon les informations que nous avons, il n'y a pas une quantité suffisante pour pouvoir satisfaire la demande du Gros-Dibé. Ceci étant, le gouvernement qui a interdit, les gens continuent toujours. Et il faut dire que, comment on appelle, la douane. La douane a été informée et plusieurs magasins ont été fermés à Parakou, à Kandi, un peu partout au nord du Bénin. Ces magasins fermés, les gens ont été convoqués, ils ont suivi la procédure judiciaire par le biais de la police. Et c'est maintenant que la sanction est tombée. C'est bien que personne n'a été privé de sa liberté, mais ce qu'il faut dire, c'est une sanction pécuniaire. Pour décourager les autres. Pour décourager ceux-là qui vont toujours continuer à exporter le soja de notre territoire. Bon, moi, ce que je vais demander au gouvernement, c'est que le gouvernement fasse en sorte que d'abord, ces magasins qui sont fermés, où les quantités de soja sont saisies, qu'on n'en fasse pas une saisine d'office. C'est que ces quantités importantes soient vendues à l'État. Que l'État débourse quelques millions pour pouvoir s'en approvisionner. Maintenant, aussi, il faut que le gouvernement augmente un peu le prix de vente, le prix d'achat, le prix d'achat du soja. Si le kilogramme était par exemple à 200, le gouvernement n'a qu'à faire l'effort pour porter le prix d'achat à 300. C'est un exemple que je donne. Je ne connais pas le montant. Le gouvernement n'a qu'à augmenter que le gouvernement augmente le prix du kilo. Le prix du kilo. Autrement dit, ceux qui se rendent par des voies et par nos frontières poreuses, ceux qui se rendent au Niger, ceux qui se rendent au Togo pour exporter, aller vendre le soja, c'est parce qu'ils vendent le soja plus cher qu'au Bénin ici. Donc, il faut que le gouvernement se renseigne sur le montant, le prix de vente de soja à l'extérieur. Et là, si le gouvernement peut faire l'effort, même si ce n'est pas totalement le montant auquel les gens vendent le soja là-bas, que le gouvernement fasse l'effort pour payer le soja à un prix plus ou moins raisonnable que
le prix auquel le soja est vendu. C'est ce que vous proposez pour que les C'est gens la soient proposition. empêchés d'aller vendre le soja C'est ça, parce en que dehors vous du savez, Bénin. la culture, ce n'est pas chose aisée, ce n'est pas facile. Aller faire des travaux sans pète, c'est difficile. Même si vous avez les moyens, ce n'est pas ce que nous disons tout bas. Laurent, malgré les garde-fous du gouvernement, quand même, certains Béninois continuent de sortir frauduleusement le soja du Bénin pour avoir un peu plus de gains. Désormais, certains sont condamnés. Et pour donner peut-être un exemple aux autres. Et moi, personnellement, j'ai suivi un dossier sur lequel j'ai communiqué, n'arrive pas à communiquer. C'était un dossier d'investigation que j'ai publié à travers un journal ou même 2 journaux de la place. Et c'était des investigations qui ont prouvé que, oui, des gens sortent le soja du Bénin, pas d'autres chemins, et même en complicité avec certains acteurs. Et ils vont même, on est allé jusqu'à tracer pour avoir les tickets de reçu de gare de Lomé, du port de Cotonou, même les reçus de pont bascule au port de Lomé. On a eu les reçus, on a compris qu'il y avait toute une équipe qui travaille sur cette affaire. Oh. Bon, d'accord, oui, les gens font ça et puis c'est illégal, je suis d'accord. Mais au fond, quel est le nœud du problème? Qu'est-ce qui a causé ça? Posons-nous les vraies questions. Si vous allez acheter le kilo de soja à 250 francs chez le producteur Adrien Tchomankou et que vous devez pouvoir vendre ça avec coût de transport, tout ça là, à 280 francs pour espérer gagner 10 000 francs, 10 francs, pardon, et que le gouvernement sort une note pour dire qu'ils vont acheter ça à 270 francs, vous roulez à pète. Alors, quand c'est comme ça, les gens vont chercher des voies et moyens pour pouvoir gagner un peu de profit. C'est illégal, d'accord, mais posons les questions, d'où est parti le problème? Vous allez chez les producteurs dans les champs. Je vous ai donné l'exemple de ce producteur qui avait 700 sacs de soja chez lui. Et qui, malheureusement, était très en colère parce que ne voulant pas vendre ce soja, il dit, mais il a même dit, de toute façon, s'il ne sait pas faire, je préfère que ça pourrisse même là. Si c'est pour vendre à ce prix-là. Je vous donne l'exemple de ce producteur qui a fait du soja dans Gazoué, mais qui a dû faire face à des dettes. Et qui a payé des dettes parce que les producteurs font des prêts au niveau des structures de microcrédit et vont investir dans la production. Après, ils espèrent avoir un bénéfice pour rembourser et avoir le bénéfice là. Mais dès lors qu'on fixe le prix là, c'est qu'ils n'ont plus la possibilité d'avoir le bénéfice. Et donc, ils vont payer des dettes. Il y en a qui sont endettés. Il y en a qui ont dû fuir de leur village. Ça se passe dans le nord du Bénin. Allez demander. Donc, moi, je pense que ce n'est pas arrêter les gens pour parler de fraude, les sanctionner qui est le problème. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour créer une sorte de justice sociale? Faire en sorte que le producteur qui produit son soja là, qu'on achète ça à un prix raisonnable pour lui permettre de faire du profit. Parce que nous sommes, jusqu'à la preuve du contraire, je le rappellerai, je ne le dirai jamais assez, nous sommes, jusqu'à la preuve du contraire, dans un système capitaliste. Et chacun à son niveau, même ceux qui sont au niveau de la CIPI, à Glodigué là, ils recherchent le profit, non? Vous pensez qu'ils vont acheter, ils vont prendre le soja ou bien le cajou et aller transformer et ne pas avoir de bénéfice? Et avoir de pertes? Avoir de pertes? Non, ils sont dans la recherche de profit. Donc dès lors que vous recherchez votre profit, permettez aussi aux autres de rechercher le profit. On ferme les magasins, on dit que c'est la fraude. La fraude, ils ne sont pas allés voler le soja dans les champs. Ils ne sont pas allés voler le cajou dans les champs. Ils sont allés acheter à un montant donné. Ils ne peuvent que vendre ça à un prix donné pour avoir un peu de bénéfice pour nourrir leur famille. Je suis d'accord que, oui, la manière dont ou des acteurs, je ne vais pas citer des acteurs, parce que le document est là, j'ai même été contacté par ces gens, j'ai été écouté, mais bref, il y a des acteurs qui sont pleins dedans. Et quelle est la solution aujourd'hui alors? La solution, c'est que si vous voulez que les gens se portent mieux dans votre pays, et que vous voulez éviter ces cas de sortie frauduleuse de ces produits-là, essayez de fixer un prix d'achat raisonnable pour leur permettre de gagner un peu, même si c'est 5 francs. Mais la dernière fois, j'ai été contacté, j'ai été abordé par un de nos confrères ici, collègues ici, qui me dit, mais il y a un monsieur qui est à Touba, qui a du soja, en quantité. Mais voilà le prix auquel il a acheté, voilà le prix auquel il veut vendre ça. Il dit, je disais à notre collègue, mais écoutez, c'est impossible.
Là, la maintenant, il n'a d'autre choix que de vendre ça au prix fixé par le gouvernement. Même si c'est à pète. Dans ma zone, j'ai vu un grand magasin. Les gens étaient en train de sécher les noix de cajou la dernière fois. C'était même bizarrement la veille, puisque à partir du 1er avril, on ne devait plus sortir le cajou et l'anacarde du territoire sans autorisation. Et le 31 mars, je passais dans ma rue, je vois un grand magasin, les gens sont en train de sécher des noix de cajou. J'ai eu mal pour eux. Imaginez ce que celui-là a investi dedans. Mais il n'a plus la possibilité de sortir, de vendre ça à des gens pour avoir du profit. Bon, donc, posons les vraies questions. Et maintenant que le gouvernement réfléchisse pour dire, OK, il faut, d'accord, les gens sortent ça illégalement, oui, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour les aider un peu? Parce que nous sommes tous là pour notre profit. Je crois que ça va régler le problème, c'est tout simple. On espère que le gouvernement va nous écouter. Adrien Tchoubankou, nous allons passer un long week-end. Nous sommes dans un état de droit. Le débat est terminé. Adrien Tchoubankou, le débat est terminé. À tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui m'attendent dans la police pour que le débat... Nous sommes dans un état de droit. Quand le gouvernement prend une décision, nous devons suivre la décision. Je n'ai jamais dit de ne pas suivre. J'ai remis en cause le fait qu'ils sortent des produits frauduleusement, je suis d'accord. Mais réglons les problèmes à la base. Et permettons à tous les acteurs de gagner un peu. Adrien Tchoubankou, nous allons à un long week-end. Voilà, le lundi est férié, on va faire le week-end de Pentecôte. Qu'est-ce que vous prévoyez? Vous avez des invitations sur les autres télévisions pour ce week-end? J'ai beaucoup d'invitations, mais ce n'est pas évident que je ne prenne pas à tout. Parce que j'ai un problème de santé. Je suis revenu d'un voyage, je suis un peu indisposé. Je dois me soigner. Je dois aussi aller au village parce que normalement, pour les fêtes de Pentecôte, je suis souvent au village. D'accord. Je verrai bien comment faire. Très bien, d'accord. Bon week-end à vous et bonne fête de Pentecôte.